Seigneur nous fait grâce de nous faire découvrir cette nouvelle journée du mardi, faisant de nous les témoins du présent. Mesdames et messieurs, bonjour. Vraiment un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Ça s'appelle tout simplement Nopinden. Ça veut dire bonjour. Il est déjà 6h30 à Cotonou et un peu partout dans le Bénin. Roch, bonjour. Bonjour Karamat, vous allez bien? Ça peut aller. Et Ouais. vous-même, je suppose que ça va. Ça va très bien. Et puis, comme vous avez commencé à le dire, le Seigneur nous fait grâce d'être témoins de ce temps. C'est effectivement une grâce. Et tous ceux qui se sont bien réveillés aujourd'hui, sachez que c'est une grâce de Dieu et nous sommes effectivement témoins de ce temps, le temps qui passe. Nous sommes déjà dans la dernière semaine et pratiquement dans les derniers jours du mois de février 2020. Effectivement, février est en train de finir et c'est comme ça que l'année 2020 aussi évolue. Donc, n'oubliez pas, si vous avez eu entre-temps votre plan pour cette année, c'est maintenant qu'il faut agir. Ne surtout pas se décourager. Eh bien, je voudrais, Roch, si vous permettez, ensemble avec la permission de nos chers amis les téléspectateurs, qu'on puisse marquer tout de suite même notre première escale, c'est-à-dire notre plongée habituelle dans quelques merveilles du Bénin. Et aujourd'hui, on vous conduit vers Grand Popo. Oui, effectivement, l'équipe de production de cette émission a porté son choix sur Grand Popo et vous verrez que ce détour valait vraiment la peine. Vous allez aimer ces belles images. Avec Gilles Armel Bayrin et toute son équipe, nous allons vous inviter à regarder les merveilles du Bénin.
j'espère que vous avez aimé ces belles images. Nous étions à Grand Popo. Vous avez pu voir, en tout cas moi, j'ai pu noter quelques images que j'ai vues. J'ai vu des images de Zangbetor, j'ai vu des vestiges coloniaux, les premières écoles construites par les colons à Grand Popo. J'ai vu la belle plage de Grand Popo, le musée Caro également, l'embouchure de la Bourse du Roi. J'ai vu également des cocotiers. C'est beau tout simplement. Je savais que Roch n'allait pas passer sans noter la présence de ces cocotiers. Il aime bien manger les cocotiers. C'est très riche, hein, c'est l'une de nos valeurs, l'une de nos richesses sur le plan national. Alors Roch, en plus de tout ce que vous avez cité tout à l'heure, moi j'ai été saisie particulièrement par une toute petite image qui a semblé passer inaperçue, mais ce symbole met dans la main. Ah oui. Oui, comme un signe d'union. Oui, c'est le symbole de Novicha. Voilà, moi j'ai retenu ça. Novicha, ça veut dire... on est ensemble. Voilà, ça on dit est ensemble. Les filles, toutes les filles et tous les fils de la localité se donnent la main pour construire un grand Popo. Voilà, tout simplement. C'était donc des merveilles du Bénin, Grand Popo. Nous profitons de cette occasion pour dire un petit coucou, un bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous reçoivent de ce côté du Bénin. Absolument. Oui, nous allons à présent passer à notre humoriste. Et notre humoriste, nous l'annoncions hier, il nous a laissé des vidéos pour permettre à nos téléspectateurs de démarrer leur journée en beauté. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, il s'agit bien de Eliphaz. Le buzz. Il nous propose le grand buzz. On va découvrir ensemble. On va découvrir effectivement ce qu'il nous propose dans le grand buzz de ce matin. Baby, quand on craque nous est là, quand on fait nous est donne pas donne mina honwe jam we vit ça de moda bon na ho non shawama voilà bon na ho hamburger moi glo bien na ho am so janui oui, poisson sur le mode. On va qu'on nous donne fois. Yo. Un complet kimono podo bakun po bade. Ma baby était le bakon bioaji. Bon, et fatu boyen bleu tout possible que kabo mo bakun ne no wa me. Ma baby ana abion de lebe no ve onu mila. Wetun de wa bon kaka boy bakun ne aussi kimono si yo. Ma baby kwade suna katuna de kimono di bakon di me do poje do bi boyen bleu tout possible que ta boy bakon di mbo ko kale fa de mi do complet ba ma baby hold on me de dialogue bleu yen po de baby kwade suna tuna de do agono fie yen do pono yin wanu emi yaro pono yanu me dele de bu yanu ya Abraham allez ta mère allez bisous ma bébé on a fani dit là de allô. Allô? Chef de famille. Chef de famille, ouais. Était ouais. Mais bien de Pueblo et Taïchi, buzz leji, buzz ne. Ma chef de famille, ouais. Ross le ton tesson de planète et le dia. Ross le ton écosystème Jupiter. Asien trop. Mao. Était. Kakabo, nyenko réuni membre yenton le doit gono me fi bom yodo répétition à viser li blowe. Bo me de voler voa. Bo akhle mi avo bo de avo de minaze bene gbe one. Bo nyen do tameliwe. Bo de ne mi kana blo bombe e mana blo programmation nous quoi de sunu dide blo programmation nous et de que breze bon.
Bon, de ta main, elle dit, moi, il a besoin de besoin, 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 attention, mais. Un grand-père, c'est ouais, j'en ai une mien. Et tel que le bleu. Ma grand-père, midale mino fi bo ko fe to me gban mi o do ene pe abeye no ti te bro de ali baba le wa ete ni gbo me ete yen ba no ku iro agoni e to me fi me ni me do ma gbo mi do joko to me I have some ba panique bo ilo mi eyan ma wario na yule ete amo bez to ene ko e adona ti menu mi do yen comprendre ah, ouais, dès que brisé les soutiens bleu bas, et bleu mise à jour bobo, et ton ciment. Assien, quand on a vu quand tu tombes en bleu néné, en clémi, des à bleu bon, à bleu baissé n'est pas en clémi, en blanc, et en after. Et bon baisse poto, mais, ah. Oui. Bon, j'avoue que je n'ai pas compris grand-chose, hein, donc je vais laisser le soin à Roch de pouvoir nous faire ne serait-ce qu'un petit résumé en français de tout ce que Eliphaz a pu nous proposer dans cette parenthèse humoristique. Vous n'allez pas dire, vous parlez fort. Oui, je parle fort, mais bon, il y a des limites, hein, je suis limitée. Pendant que les gens offrent shawarma, pizza à leurs copines et autres, lui décide de lui offrir Amos Soja. Vous connaissez ça? Je connais Amos Soja. Et il a parlé aussi de bakun, de casquette, de kimono. Oui, de bakun, de kimono et de daishi. C'était une humoriste en tout cas. Et quand vous l'écoutez très bien, vous savez de quoi il parle. Ok, d'accord. Ils en ont là. Ce n'est pas à moi de dévoiler. Merci donc à Eliphaz. Alors, Roch, nous allons évoluer. Et c'est Eliphaz qui nous fait donc la passerelle vers l'artiste. Que dis-je? Vers deux artistes de voix féminine de la chanson africaine, encore au Bénin et au Togo. Nous restons dans cette tendance de belles collaborations et aujourd'hui avec Sessima et Almok. Vous la connaissez, Almok, sans doute. Bon, on va... Écoutez. En tout cas, nous allons tous savourer leur featuring tout à l'heure, mais juste après ce clip. Oui, comme vous avez déjà commencé à le dire, c'est le moment de savourer cette belle combinaison Sessima et Almok. Eh bien, vous l'entendez déjà et vous dansez. J'espère que vous allez vous lever et danser très bien tout à l'heure. Vers la fin, on se lève. Ah oui. Bon, je vous invite déjà à danser, mesdames et messieurs, sous ce clip de Sessima et de Almok. On n'a pas de souci, on veut danser. Ça va tuer. Move your body sur le beat. Yeah, yeah, yeah. Almok et Sessima t'invite. Oh, oh, oh.
je suis kene kene. Kolobo, kolobo. Non, 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 la 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 la, la danser kene kene, kolobo, kolobo. Eli Bache, mon gars Beyoncé. Kiniwe, Hey ya, kiniwe, hey ya, kiniwe, hey ya. C'est les soucis, bon, Wachawa. Grand-mama, Kunsaya, grand-papa, Kunsaya. Kiniwe, kiniwe, Boko, Boko, Boko. Abame, wekwe, wekwe, wekwe. Boko, kiniwe, kiniwe, kiniwe. Kiniwe, man. No, whatever, no way. Divina, 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 over. Dig it down, hey. Dig it down. On a point of me now. Dig it down, dom, dom. Dig it down. Comme une idée là. On n'a pas de soucis, on veut danser. Yo me contre nous, ça va tuer. Ah oui, on a dansé dans ce studio. J'espère que vous l'avez également fait chez vous. Eh bien, il faut démarrer sa journée avec la bonne humeur. Et c'est ce que nous faisons le devoir de vous faire chaque jour dans cette émission, n'est-ce pas, Karamat? Effectivement, et c'était donc une signature de Sessima et Almok de l'autre côté du Togo. Alors, sans plus tarder, puisque la télévision, c'est une question de temps, après cette belle parenthèse musicale, nous mettons le cap vers notre plateau de débat, de discussion. Et si on en parlait? Et si on en parlait, et si on osait évoquer ce sujet de la solidarité, qui est l'une des valeurs quand même propres à ce continent noir, à l'Afrique, où toutes les filles et tous les fils vivent en ayant l'esprit de toujours voler au secours d'un proche, d'un ami, d'un parent, même quelqu'un, un voisin, quelqu'un même de très loin. En tout cas, au Bénin, c'est presque une prescription sociale, mais c'est vite arrivé de crouler sous le poids de ces charges, de ces sollicitations qui vous tombent dessus parfois sans prévenir. Alors la question est de savoir comment gérer ces genres de situations, pas très souvent faciles. Roch. Oui, des situations pas souvent très faciles. Au nom de la solidarité familiale, l'assistance à la famille élargie doit-elle être une obligation ou un acte de générosité? Y a-t-il des risques à porter assistance à sa belle famille ou à sa famille? Nous faisons le débat avec nos invités. J'ai le plaisir de vous présenter Kwame Messan Jonas. Bonjour. Il est artiste, il est béninois, mais depuis quelques années, il a fait l'option d'aller vivre à l'extérieur, plus précisément en Espagne. À Valencia, oui. À Valencia. Oui, vous savez, l'importance de sa présence sur ce plateau, c'est qu'il va partager avec nous les réalités culturelles. De l'autre côté, est-ce que l'assistance à la famille élargie se fait également de l'autre côté? Si oui, comment? Eh bien, sous quelle forme? Il nous dira également comment ça se passe de l'autre côté. Et en face de lui, nous avons une grande dame. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame Segbede Alibono. Oui. Vous êtes psychologue clinicienne. C'est exact. Merci beaucoup. C'est plutôt moi. Voilà. Oui. Très bien, déjà. Alors, je voudrais vous demander, comment appréciez-vous la générosité qui caractérise le peuple noir en particulier? Ben, merci bien de m'inviter sur ce plateau. Je dis bonjour à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très modeste et très jeune pour apprécier la générosité qui qualifie le peuple noir. Ouais. Je l'ai constaté, je l'ai vécu en tant que personne qui est née en Afrique, et qui est née particulièrement au Bénin. Et je l'ai vu également dans mon éducation. Donc, du coup, c'est comme un héritage tout naturel. Ouais.
Alors, c'est comme un capital plus ou moins particulier, remarqué chez des personnes qui vivent en Afrique ou qui sont nées en Afrique et qui permet de tisser un lien de sang davantage, un lien fraternel, un lien amical pendant les moments de joie et pendant les moments de difficulté. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai remarqué d'abord. Et on aura le temps de voir un peu les motivations, les contraintes et autres pendant l'émission. Ouais. Et c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement aussi, prendre l'avis de M. Jonas sur le sujet. C'est vrai que vous vivez depuis un certain moment en Occident, mais avant, vous êtes quand même resté chez vous au Bénin, où vous avez vu les réalités socio-culturelles. Est-ce que vous avez eu le temps quand même de sentir que chaque Béninois essaie quand même d'aider son proche, l'un des membres de sa famille? La question se réfère aux Béninois ici au Bénin, parce que j'ai vécu toute ma vie ici avant de partir quand même, ou les Béninois hors du Bénin? Non, ici d'abord, avant d'aller voir de l'autre côté. Je pense que c'est pas une question d'avoir le temps. C'est un vécu de tous les jours. Voilà. Et humblement, je pense que nous disposons de deux mains pour nous servir d'une et laver l'autre. C'est tout naturel. C'est un message qui va avec nous. D'accord. Et je ne vous amène pas à l'église, je ne vous amène vers aucune religion spéciale, mais c'est l'humanité. Est-ce que vous sentez justement cette générosité-là de l'autre côté également que partagent les habitants qui sont là-bas en Occident? Est-ce que vous sentez les mêmes réalités culturelles? C'est compliqué parce que quand on parle d'Occident, on parle de beaucoup de choses. Et ils ne sont pas pareils. Même les États-Unis ne sont pas unis. Et c'est bien envoyé. Hein? Oui. L'être humain est spécial. Et l'être humain est égoïste. L'être humain est égocentrique. Et ça fait partie de l'humanité. Si on se met à généraliser, on peut se heurter contre un mur bien glacé. Je suis passé en France. Je sais comment ça s'est passé. Je suis passé en Espagne. Je suis rentré en Espagne, je sais comment ça se passe quand tu demandes une information à quelqu'un. Donc, on ne peut pas généraliser les choses. Et même dans la même France. D'accord, parlons alors de l'Espagne où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'en Espagne, ils sont un peu plus proches de nous. Ils sont chaleureux, encore. Et ils ont ce truc-là que je peux appeler le temps pour l'autre. C'est ce qui est important. Mais en matière de générosité, il y a un aspect qu'on oublie. Et je ne sais pas si c'est un mot que je n'ai pas connu avant de quitter le Bénin, où j'ai étudié français. Altérité. L'aspect altérité, ça existe en français. C'est-à-dire l'altérida, c'est un peu comme vous qui êtes là, moi je viens et je ne me mets pas à votre place, mais je pense automatiquement que vous avez besoin de moi. Je viens et je vous apporte, je pense vous apporter quelque chose et peut-être dans cette générosité, je vous choque. Donc ça arrive souvent chez nous ici au Bénin. L'assistance aux proches, ici, il y en a beaucoup. En Espagne, il y en a chaque fois moins. Prenons l'exemple de nos propres parents. À un certain âge, les papas et les mamans sont allés déposer dans des maisons qu'on appelle des maisons d'accueil. Les maisons d'accueil. Parce que nos parents deviennent une charge pour nous. Ou des maisons de retraite. De retraite, voilà. Et on paie beaucoup d'argent, on fait payer beaucoup d'argent pour que d'autres en prennent soin que de se souvenir. J'ai été bébé et aujourd'hui c'est lui mon bébé. Et prendre ta maman, cuisiner pour ta maman, faire de la réflexologie pour ta maman et voilà, partager réellement. Ils ont perdu ça là-bas. Donc encore non, mais j'ai peur que ça se passe ici. Parce que nous, on suit l'Occident. On est dans le suivisme, on est dans le copier-coller. Ça vous fait peur. Alors tout à l'heure, Madame Sebede, vous disiez déjà qu'on va essayer de voir les causes, les motivations. Les motivations qui amènent à être généreux vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa belle famille également. Oui. Je pense bien qu'au-delà des faits liés à l'histoire,
Et au-delà également des faits, peut-être que nous n'apprécions pas de façon objective, il y a le fait éducatif. Je remarque que ça ne tombe pas du ciel comme ça, que les personnes soient disponibles pour les autres ou que des personnes développent de la générosité pour des parents, mais c'est parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs ou leur environnement agir comme ça et que cela a été valorisé, inculqué depuis l'enfance, que du coup, on se sent naturellement dans l'élan de le faire, au point de croire que c'est Dieu qui nous a envoyé ça. Donc, c'est lié à une C'est un question peu comme de... je disais tout à l'heure, c'est devenu une prescription sociale. Hein, Oui, c'est où on ça. ne peut s'en passer. C'est une transmission qui ne dit pas son nom et qui est promue, qui est valorisée, qui est encouragée et qui est liée d'abord à la question de sang. La générosité, la solidarité, c'est d'abord dans le cercle familial, c'est le lien de la mère à l'enfant, le lien du père à l'enfant, c'est la fratrie, et plus tard, ça serait l'école, la rue, l'apprentissage, et plus tard, ça serait la belle famille et les amis de la belle famille Mais aussi. vous savez, Madame Séguédé, c'est vrai que nous sommes en Afrique et généralement, lorsqu'un enfant arrive à percer dans la famille, c'est comme si c'est un péché qu'il a commis. Toutes les charges, tous les yeux sont rivés vers lui, toutes les charges de la famille et même de la famille élargie. Ça va même jusqu'au village, tout pèse sur lui. Comment vous appréciez cela? Est-ce qu'il est obligé de répondre aux sollicitations de sa famille ou bien comment vous voyez cela? Je pense que les peuples africains, et comme nous parlons du Bénin, le Bénin a connu une histoire d'introduction de l'école. Oui. Vous voyez, et quand nous parlons d'évolution, nous pensons un peu plus rapidement à la suite de l'école, la scolarisation, l'université, ou tout au moins que la personne est instruite et à un certain niveau social et a pu percer pour avoir de l'argent. Donc, nos sociétés sont un peu comme s'il y avait plusieurs catégories de statuts. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu, entre griffes, la chance d'être scolarisés, d'être instruits, de voyager ou de venir à Cotonou. Et ceux qui ont eu en griffe l'opportunité de sortir du monde classique, traditionnel, pour venir à Cotonou, pour étudier ou pour avoir de l'argent et autres. Donc, du coup, les autres pensent que ceux qui ont eu cette opportunité ont une redevance, ont un devoir vis-à-vis d'eux, comme s'ils étaient défavorisés dans un système. C'est ça. Mais ça va un peu plus loin. C'est un peu comme le regard aussi quelquefois des Africains vers l'Europe. Un peu comme l'Europe est le paradis et on est un peu l'enfer, donc on va espérer quelque chose. Et effectivement, et ça m'amène à demander à votre vis-à-vis, vous qui vivez en Europe, est-ce que vous pensez que les regards sont rivés sur vous? Personne ne sait comment vous vous débrouillez là-bas pour joindre les deux bouts. Est-ce que vous pensez ou vous avez l'impression que ce n'est pas forcément la famille, des amis qui savent que vous êtes de l'autre côté, que vous avez percé? Rien qu'à l'idée de savoir que vous avez pu prendre l'avion et partir pour l'Europe, on ne veut même pas savoir les raisons qui vous y ont amené. Tout de suite, on trouve que vous avez réussi et donc du coup, ça tombe de partout. Les appuis, l'aide. Ah, monsieur Kwame, ah, comment ça va? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, comme si là-bas, les euros, ça pleuvait. La télé, c'est une question de temps. Mais dans le briefing hier, j'avais pensé que si on pouvait caler une musique qui parle exactement de ça, ça aurait été bien. Mais étant la télé une question de temps, nous gagnons celle que je vais vous faire la capella. D'accord. Elle s'appelle Yovotomé. Europe. Oui. Akwetinde makaro Yovotomé, Jomino fono lo liliwe, domina ijo do huedo. Agama yon khede chobo fono le zizoe, mi makbondo khetongone, nuwa jolo mize hueu. Hachero daye, oyege,
nous ego jekpondo do chihueo, dagbe jenani seyada, adiwe hode na to, do atoye, oyege, nous ego jekpondo do chihueo, dagbe jenani seya papa, adiwe hode na to. Voilà. Thomas se ahwa, noma se ahwa, adana gbo we chobo nu kike nangolo, sahonton webodoto, dono viche webodoto. Medele kati yele no doalipa, anaso mazo alo we manado, yo voto me vodu yewe, me mo donale ni donugbo. Vime kayi yo voto me boa, anado nugbo na no zoto edokwe, azande je gande waje. Non, ben c'est J'ai répondu, je crois. oui, vous avez répondu. C'est un acapella plein de sens pour nous qui comprenons fond. Mais est-ce que vous pouvez essayer de traduire cela un peu en français pour que de monnayer. oui, Juste en quelques ceux qui nous phrases. suivent puissent comprendre. En résumé, c'est une erreur. Le fait de rêver avec voyager n'est pas un problème. C'est ça. Le fait de lutter pour ce rêve, pour le réaliser, n'est non plus pas un problème. Mais à la minute où on te met le visa dans un passeport, Oui, c'est un piège. c'est ça. Tu deviens la cible, réellement, tel que vous êtes en train de le dire, de beaucoup de gens. Et dépendant du retour, du comportement, parce que quand toi-même tu vas, tu penses que oui, vraiment, tu es l'élu, le béni pour résoudre beaucoup de problèmes. À partir de l'instant où tu commences à dire, tu sais, cette fois-ci, je ne peux pas, tu rentres dans le champ de mire C'est ça. de certains. D'accord. Et je pense que alors qu'ils ne savent pas l'Europe n'est pas comment- synonyme Voilà. de Eldorado. C'est ça. Voilà. Encore que l'Eldorado, c'est pas forcément ailleurs. L'Eldorado, c'est chez soi et l'Eldorado, C'est nous soi-même. l'avons. C'est soi-même. Voilà, voilà, c'est d'abord à l'intérieur et puis on l'a sur le continent africain. Nous le démontrons toutes les fois que Et- nous en avons l'occasion sur cette chaîne de télévision avec les différentes opportunités quand même qu'on peut arriver à Absolument. saisir. Et vous savez ce qu'il a oublié de transcrire? Il dit, celui qui est en Europe, vous ne savez pas s'il dort au bord de la voie, s'il a ses diplômes mais n'a pas trouvé affaire. À travailler. Donc ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, à leur retour, qu'ils aient l'amabilité de dire la vérité. Ben Ça nous voilà, amène- que pensent nos amis que nous avons pu rencontrer. Vous avez compris déjà, nous avons fait un petit état des lieux de l'élan de générosité des Africains qui, selon nos invités, est passé quand même de génération en génération, a donc traversé le temps. Que pensent nos amis que nous avons pu interviewer? Nous allons écouter les uns et les autres. Toujours recommander d'aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit la famille ou bien les amis, un entourage aux proches. Moi, je crois que c'est une très bonne chose de pouvoir aider les gens en termes de solidarité et en termes de bonnes œuvres que la Bible nous recommande. Lorsqu'il n'y a pas aide, lorsqu'il n'y a pas une personne consciente dans la famille pour aider la famille à s'élargir, nous risquons de rester en arrière de notre propre développement familial. Maintenant, aider aussi, c'est en quelque sorte aussi une très mauvaise chose, je vais dire. Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez votre travail et vous êtes à l'aise. À la fin du mois, vous payez un salaire très bien. Et subitement, vous dites que quelque chose est passé au village, quelque chose est passé ici, quelque chose est passé de l'autre côté, ainsi de suite. Mais ceux-là que vous aidez, est-ce qu'ils sont prêts à vous aider en retour? On est en Afrique, donc si on parle par exemple, tu pars d'une tante qui est peut-être sorcière ou bien qui a la sorcellerie, mais qui veut te faire du mal, peut prendre par là pour te faire du mal. Prenons le cas, elle vient chez toi te dire qu'elle n'a pas à manger, tu lui donnes à manger et tu lui remets de l'argent pour prendre du transport. Avec cet argent, elle pourrait prendre ça pour former des actes comme toi. C'est une bonne action d'aider les gens, même au-delà de la famille élargie, d'aider les gens. Mais d'autre part, c'est aussi, ça doit être limité. Pour pouvoir aider
la famille élargie, il faut que je prenne d'abord c'est-à-dire je prends une partie d'abord pour mes propres besoins, pour ma petite famille, quoi, c'est-à-dire mes enfants et mon mari d'abord. Maintenant, le reste, il faut savoir, peut-être si ce mois, tu peux aider ta tante, telle tante, tu le fais avec le reste que tu as. Mais je ne peux pas aider tout le monde au même moment, quoi. On ne peut pas continuer à aider la même personne. Et peut-être une fois passant, tu vois que bon, vraiment la personne a besoin de ça, tu peux le faire. Mais si c'est de façon exagérée, je pense que tu peux décourager cette personne-là, tu peux lui montrer que c'est pas le travail, il peut être libre. Voilà, nous avons suivi beaucoup de réactions assez intéressantes quand même. Déjà, je vais inviter Madame Segbede Alibono à nous dire ce qu'elle pense de ces réactions qu'elle a entendues. Merci et merci aux personnes qui ont réagi sur vos questions. Moi, je vais juste rebondir en disant que la majorité des personnes trouvent que c'est bien d'être solidaire vis-à-vis de la famille élargie, mais qu'il faut être prudent, qu'il faut nuancer, qu'il faut se privilégier aussi. Mais je dirais à leur suite qu'il y a quand même une déformation dans nos habitudes aujourd'hui de façon générale. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, nous mettons dans la solidarité une attente trop importante de la poche de l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'attentes financières, il y a beaucoup plus, c'est comme si on exigeait un peu trop du frère ou du cousin ou du grand-oncle. Ce qui n'était pas exactement comme ça au départ. Avec nos aïeux, nos parents, ancêtres, nos c'était parents. pas le cas. Si un enfant émergeait, c'est qu'on le bénissait davantage. D'abord, c'est une fierté. La première solidarité était une forme de fierté, de reconnaissance à Dieu pour que cet enfant continue à avoir des moyens et à porter le nom de la famille. C'est mon grand frère, c'est mon cousin, c'est mon grand-oncle qui est à tel endroit. C'est toute une fierté pour les grands-parents. Ouais. Et on lui posera de façon délicate les problèmes, sans l'étouffer, sans l'envahir. Même pour venir le visiter, on l'informera. Ou tout au moins, on le fera avec beaucoup de galanterie. Et quand il va recevoir ses parents, c'est tout un honneur pour lui de dire « Ah, ma mère est venue » ou « Mon père est venu » et il s'organise pour l'accueillir. Mais on n'est pas dans l'étouffement, on n'est pas dans les demandes répétées ou précipitées. Donc il y a un glissement de quelque chose. Parfois, cette demande répétée vous donne l'impression que c'est une obligation en fait de pouvoir apporter votre assistance, votre aide à l'autre. C'est une insécurité carrément. C'est une insécurité parce que quand on vous le demande un peu trop, ça commence par vous travailler dans la tête. Vous ne vous sentez pas en sécurité parmi les vôtres. Vous êtes différent. Que me veulent-ils concrètement? Vous êtes un peu comme un étranger. Vous êtes un peu même comme un persécuteur, quelqu'un qui vient peut-être s'asseoir sur les intérêts des autres. Et maintenant, en retour, il faut qu'il vous pompe un peu, vous épuise. Puisque vous êtes psychologue, justement, vous aurez à nous dire un peu quelles sont les implications, les conséquences, les retombées négatives pour l'équilibre d'une personne qui se sent à la limite même harcelée par ces différentes sollicitations de la part des uns et des autres. Alors, Monsieur Younas, on voudrait bien aussi avoir vos impressions à la suite de ce Vospop qui est passé. Vous avez pu retenir quand même quelque chose, vous partagez? Beaucoup, et je ne partage pas tout. Qu'est-ce que vous ne partagez pas? D'abord, ce qui me paraît bien, c'est qu'il est vrai, la générosité et les faveurs, au lieu d'être quelque chose de naturel, de parfois, et en recevoir un merci, devient ton obligation, ou disons même ton devoir. À partir de quel moment vous vous sentez que cela devient une obligation? Oui, non, c'est ce qu'on te transmet parfois, qui te fait sentir, mais moi je l'avais fait pour juste apporter, pour juste aider. Et du coup, tu sens que, bon, c'est comme si tu es obligé à le faire. C'est ça. Sous-entendu, une menace. Au cas où vous ne le feriez pas? Non, c'est-à-dire que personne ne te menace directement, mais tu sens
un poids. Tu sens planer sur ta tête. Du coup, tu te dis, mais je suis en train de le faire bien ou qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je vois, je ne suis non plus pas Papa Noël. Moi, je ne résous pas les problèmes de tous les membres de ma famille. C'est ça. Ni proches, ni élargis. Je sais que je suis quelqu'un de très généreux. Donc, vous êtes d'accord avec la dame qui a dit, c'est vrai, il faut aider, mais il faut avoir des limites. Elle a utilisé. Cette dame, permettez-moi, et je lui présente toutes mes excuses, et elle vit dans la peur. Oui. Et il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut avoir peur de rien ni de personne. Il ne faut pas penser... Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas vivre dans cette peur lorsque on ne sait pas... Donné, jamais. Parce que quand tu vis dans la peur, tu penses négativement. Et quand tu penses négativement, tout ce que tu crois, tu finis par le créer. Parfois, c'est quelqu'un qui est très craint au village, qui t'appelle, qui te demande de l'aide. Oui, et toi, tu penses que, bon, si je l'aide maintenant, peut-être avec mon propre argent, parce qu'on m'a raconté quelqu'un allait faire mal contre moi, et c'est la sorcellerie. C'est quand tu penses comme ça, quand on pense comme ça, on finit par créer ça. D'accord, très bien. Et l'autre, peut-être, n'a encore rien fait. Quoi. OK. Oui, dans cette émission, nous avons l'habitude d'appeler au téléphone un expert pour se prononcer sur la question. Et nous sommes en ligne avec Ernest Gbagidi, vous le connaissez très bien. Il est président d'association de consommateurs. Il défend les consommateurs. Aujourd'hui, il intervient dans cette émission pour nous donner sa lecture de cette assistance. J'espère qu'il est en ligne. Monsieur Ernest Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien. Nous parlons aujourd'hui de l'assistance à la famille élargie. Est-ce un acte de générosité ou une obligation? Alors déjà, dites-nous pourquoi les regards sont généralement tournés dans une famille vers celui ou celle qui a pu tirer son épingle du jeu. Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, je crois que c'est une pratique qui est culturelle. Sociologiquement parlant, vous savez, l'Africain est solidaire. Et au Bénin, c'est un peu plus développé. Dans une famille, l'entraide est tellement développée au point où, quand quelqu'un est dans une situation de précarité, celui qui en a le plus a tendance à le secourir. Donc, c'est cet esprit de solidarité et de générosité qui s'est transformé progressivement en une exigence au niveau de certains, malheureusement, parce qu'une aide ne saurait être transformée en une exigence. Tout à fait. Et nous avons connu même dans des coins de notre pays où chaque soir même on réserve toujours le repas du visiteur éventuel. Vous voyez jusqu'où la culture est allée. Là, c'est dans le milieu Bariba. Voilà, il se pourrait que quelqu'un soit du passage, il faut qu'il trouve à manger. Donc, c'est carrément culturel, c'est une solidarité culturelle. Mais on a constaté les jours à venir que certains de mauvaise foi ont glissé sur une exigence, au point où quand vous ne le faites pas, il y a un regard qui n'est pas très bien et on interprète, on vous traite de quelqu'un qui ne peut pas compatir. On pense que vous êtes le pingre. Que vous êtes un pingre, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que vous avez aussi vos propres problèmes à régler. Tout à fait. C'est allé au point même que quand vous avez un oncle, une tante qui a 2, 4, 5 enfants qui ne peut pas soutenir, c'est de manière spontanée qu'on arrive à aller chercher l'un d'entre eux pour l'aider et suivre son éducation. Aujourd'hui, vous savez, les conditions sont difficiles pour tout le monde, chacun se cherche. Au point où, quand je dois le faire, il faut que j'évalue mes propres moyens avant d'aller chercher une nouvelle charge. Ceux-là qui ne veulent pas faire assez d'efforts pensent que quand vous ne le faites pas, c'est que vous ne voulez pas aider les autres. Et je dis bien, c'est devenu une exigence, ce qui a dénaturé effectivement cette culture africaine qui est une culture très bien d'ailleurs. Effectivement. Mais lorsqu'il vous arrive, par exemple, de dire non, je n'ai pas les moyens de faire face à cette sollicitation, je ne peux pas aider, est-ce qu'on s'expose, ce faisant, à des risques
au sein de sa famille. Il y a d'énormes risques, il y a assez de commentaires. Au point où il y a des gens qui n'arrivent même pas à se faire plaisir et à faire plaisir à leur petite famille parce que quand on va les découvrir dans ces positions, dans ces conditions, vous voyez ce que ça pourrait générer comme commentaire, comme conséquence. Il y a des représailles indirectes et parfois de manière directe. Donc, c'est devenu très... Vous êtes en situation de menace, presque, quand vous ne le faites pas. Alors que l'esprit de départ, ce n'était pas du tout ça. C'est pour quand même vivre en communauté et de manière conviviale. Donc, il va falloir que même vous allez jusqu'au mendiant aujourd'hui, qui vous demande de l'argent, vous ne lui donnez pas, il a tendance même à vous insulter. À rocher, à vous insulter. Vous voyez, alors que le mendiant, il est là, on doit pouvoir lui donner, mais lui, il en fait aussi l'exigence. Mais vous savez, c'est vrai que même le mendiant, il estime que vous êtes en voiture, que votre situation est meilleure à la sienne. À lui porter assistance. Oui. N'est-ce pas un devoir pour vous? Non, pas un devoir, non, c'est de la générosité. La mendicité, bon, qui vous dit que lui qui est en situation de mendiant, il est réellement un mendiant? Ah oui. Mais, donc, il est en position de demande, il ne peut pas en faire une exigence. D'accord. S'il y a des généreux, on va lui donner, si on ne lui donne pas, bon, il doit s'en tenir au peu qu'il a. Mais lui, il pense que vous avez l'obligation de partager. Mais monsieur Ernest Gbagidi, est-ce qu'il arrive des cas où, même si vous n'en avez pas, vous êtes tenu même d'aller faire un prêt et de régler le problème? Je prends le cas souvent des belles familles où on vous appelle pour vous dire que votre belle-mère ou bien votre beau-père ou bien un beau-parent est vraiment souffrant. On passe par l'épouse pour vous l'imposer. Est-ce que vous pouvez vous soustraire à cette sollicitation? Non, moi je crois que, bon, si vous allez vous endetter, si c'est des cas de maladie, et vous savez que votre épouse a une obligation vis-à-vis de ses parents, et il vous revient de l'assister, bon, je ne trouve pas d'inconvénient. Encore qu'il va falloir que vous le fassiez aussi dans votre propre famille. Donc, si c'est le cas de maladie, bon, on peut encore comprendre, mais pas s'endetter au point où cela vous retourne aussi dans la précarité. Donc, le cœur peut vous amener parce qu'ils sont en situation de besoin pressant et quand on n'agit pas en un temps T, il peut y avoir des situations irréversibles. D'accord. Je pourrais comprendre, mais quand ce n'est pas des cas sérieux, où on dit il y a un enterrement à faire et votre épouse vous met la pression dessus, et parce que ses soeurs aussi doivent savoir vous rentrer dans ça, moi je ne mets pas ça dans le coup de la générosité. La générosité, c'est quand la situation elle est préoccupante, elle est critique, et vous voulez porter assistance, et je trouve ça pertinent. C'est ça. Donc, oui. Merci beaucoup, monsieur Ernest Gbagidi, d'avoir partagé avec nous votre réflexion par rapport à cette situation, à ce sujet, à ce fait de société, justement. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup, monsieur Gbagidi Ernest. Agréable journée de travail à vous. Vous aussi, merci Roch pour cet entretien que nous avons suivi quand même avec beaucoup d'attention sur le plateau et je suppose aussi avec nos amis de l'autre côté qui nous suivent. Alors, un autre aspect du sujet, c'est déjà de voir les conséquences, les implications. Et notre expert, M. Gbagidi, est déjà revenu sur un aspect que j'ai noté tout de suite, la précarité. Est-ce qu'à force d'aider à répétition, la générosité à outrance ne conduirait-elle pas à la précarité de celui qui aide, Madame Ali-Bono? À son appauvrissement, oui. Il n'y a pas de capital qui ne s'épuise pas, même si c'est un capital humain, que ce soit même les émotions, que ce soit les sentiments, les pensées ou toute autre chose, ou que ce soit du matériel, toute chose est périssable. Si on n'en ajoute pas, si on n'entretient pas et qu'on l'utilise, ça finit par finir. Alors, donc, quelqu'un qui est tout le temps dans la générosité, il faut aussi questionner son propre fonctionnement. Qui est-il pour donner tout le temps? Est-ce que lui-même déjà se sent en redevabilité par rapport aux autres? On le lui demande, d'accord, mais quelle est sa position dans la famille? Quelle est son histoire personnelle? Qu'est-ce qu'il doit si tant aux autres pour être que dans la générosité? Mais vous savez, parfois, c'est la famille qui se cotise
pour aider celui-là à se hisser. Vous savez, dans certains milieux, par exemple, pour, comment ils appellent ça, les immigrations et autres, les émigrations, mais c'est la famille qui encourage, même qui se cotise de l'argent, remet à celui-là pour dire, toi, va en ville, va te chercher. Il est un peu comme le représentant de la famille, Exactement. celui sur qui tout le monde porte l'espoir. Est-ce que vous pensez que celui-là, il peut se dérober justement des aides, des sollicitations qu'on va lui faire? C'est pour ça que je parle de l'histoire. Ouais. Je parle un peu de comment cela a été construit, quelle est cette personne-là qui doit aux autres. Mais même si c'est un commerce et qu'on y met un capital important, mais on ne peut que se contenter du bénéfice. On ne commence pas par puiser encore dans le capital, ouais. Sinon on va tuer le capital. Donc si la famille met suffisamment de ressources en termes même d'intention, en termes d'émotion, en termes de pensée et en termes matériels, pour que quelqu'un puisse émerger, et qu'en retour, qu'il est normal que cette personne aide également les jeunes personnes. Mais c'est tout naturel. C'est tout naturel. C'est tout naturel. Ce n'est plus vraiment dans un sens de je viens vous donner, vous donner, mais je viens tenir un peu la main parce qu'on m'a tenu la main. Exactement. Donc c'est un geste naturel. Mais quand on est dans un autre élan où c'est vous comprendre, vraiment, il y a quand même des conséquences négatives. Et Ernest Ouagidi a parlé tout à l'heure de la belle famille où quand il y a un décès, on dit c'est vous qui supportez par exemple les tissus, voilà, tout et tout, alors que vous-même, vous n'avez pas les moyens. C'est généralement sur vous, les femmes, que pèse cette pression de la belle famille. Comment arrivez-vous à vous en sortir et à gérer ça avec vos époux? Oui. Ben, je pense que c'est aussi une question toujours d'éducation, une question de caractère, de carrure personnelle. Vous voyez, de la vision qu'on a. La question de funérailles, elle est têtue. Il faut avoir vraiment une certaine personnalité pour tenir devant les demandes qui viennent, à n'en pas finir par rapport aux funérailles. Mais en réalité, dans la tradition, pour enterrer quelqu'un et faire les obsèques, ça n'a pas besoin de si tant de dépenses. Donc, il y a eu forcément à un certain moment un glissement, une façon d'exagérer un peu dans les choses. Et chaque famille devrait avoir un mode de fonctionnement. Monsieur Ouagidi, nous insistons un peu avec vous parce que vous êtes psychologue, pour qu'on puisse voir un peu comment se sent cette personne-là qui est harcelée, les conséquences négatives dans sa vie, sur le plan émotionnel et tout, rapidement, madame. Cette personne ne dit même pas tout ce qu'elle ressent, parce qu'elle ressent même des choses intérieures qu'elle interprète. Elle peut ressentir de petits signes qui ressemblent à un inconfort, à un sentiment d'insécurité. Et elle peut même se dire, ou bien les gens ne m'aiment pas si tant. Et si je ne le fais pas, est-ce qu'ils ne vont pas me nuire? Donc, il commence par développer des formes de pensée qui le mettent un peu en écart. Et qui le rendent même malade. Oui, et qui peuvent perturber ses émotions et qui vont le mettre un peu en retrait. Peut-être au départ, il était très naturel à aller vers, même s'il donne, il accompagne le don, mais à un certain moment, il peut commencer par faire les dons sans accompagner physiquement le don. Donc, du coup, la solidarité prend une allure mercantile, il donne ce qu'il a donné, mais présentiellement, émotionnellement, il n'est plus là. Il n'est pas équilibré, il n'est pas là. Est-ce que vous vous sentez à un moment donné dans cet état qu'a décrit Madame Aligbono, parce que vous êtes de l'autre côté, on voit que vous avez réussi entre griffes, vous. La dame, elle a tout dit. Mais nous allons apporter. Et je remercie franchement cette considération de me faire participer à cette émission. Parce que je voudrais faire passer un message à travers les deux anecdotes. Je suis rentré en Espagne en décembre 2000. J'ai connu un monsieur qui avait déjà passé 20 ans en Espagne, à Valencia. Ce monsieur, quand moi je faisais 10 ans, c'est-à-dire qu'il faisait 30 ans, il n'était jamais retourné au Sénégal chez lui. Il avait peur de rentrer parce que le rêve était qu'il se réalise pour pouvoir aider la famille. Il a passé jusqu'à la minute où je vous parle, à moins que quelque chose ait changé. La divinité qui vit en lui ait changé les choses. Il continue de vendre des colliers, des articles faits artisanat dans les bars.
de Valencia. Tout le monde le connaît. Il est très connu. Alors, quand il faisait 30 ans, il n'était pas encore rentré chez lui. Donc, la communauté sénégalaise s'est réunie pour cotiser entre eux et l'envoyer à Dakar pour revoir la famille. Il avait une peur de rentrer parce que il a dit, si je rentre maintenant, qu'est-ce que je vais amener à mes petits-enfants? Parce qu'il y a eu déjà des petits-enfants qui ne l'ont jamais connu. Donc, à mes enfants, à mes petits-enfants, à la famille, mes neveux. Voilà. Il vit, c'est l'effet négatif de l'affaire. À part ça, humblement et personnellement, j'ai eu à donner des concerts à Valencia pour héberger des sans-abri. Des frères africains qui venaient à un pas terrasse. Ils aboutissaient à Canarias, et Canarias égorgés, les dérivaient à d'autres villes de l'Espagne. Ceux qui finissaient à Valencia vivaient sous un pont, le pont d'Ademuz, dans la ville de Valencia, c'est en plein centre-ville, et c'est une situation, quand tu vas vers eux, quand tu parles avec eux, j'ai eu à travailler beaucoup, parce qu'il fallait faire des images. C'est ça. Et ils ont peur que leurs images aillent en Afrique quand ils sont sous le pont. Mais quand la situation s'améliore et on reste à côté d'une voiture, on fait une photo pour démontrer ici que l'Europe est super bien. Et donc, moi, j'ai eu à travailler avec des gens qui ont accepté de faire un vidéoclip avec moi. De ces genres de témoignages, on en trouve rarement. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est sincère, c'est vrai. C'est à quoi j'ai eu à me dédier à Valencia, indépendant d'être musicien. Et vous êtes un homme, un artiste grand cœur. Merci beaucoup, Jonas. Et nous allons passer à la lecture, parce que le temps passe, à la lecture de quelques messages avec Rocky. Nous allons aller très rapidement. Il y a quelques messages que nous avons. Il y a un téléspectateur qui nous a dit, par rapport à ce sujet, il dit, à mon avis, ce n'est pas un problème d'aider les membres de la famille, mais certains le prennent comme si c'était un droit. Or, l'amitié n'est pas une prise en charge. L'autre chose aussi est que certaines personnes de mauvaise foi prennent ce que vous leur donnez et l'utilisent à des fins négatives sur vous, et c'est vraiment triste. Il y a Olga Kamlan qui dit « En aucun cas, l'assistance financière à la famille élargie ne doit pas être une obligation, au contraire, un acte de générosité et volontaire. Non, si nous le faisons, cela sous-entend que nous nous chargeons de notre famille. Nous n'avons pas à demander à naître dans une famille. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. » De mon avis, non, en le faisant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des risques? Il dit non, en le faisant, nous nous attirons de bénédictions, mais nous ne devons pas le faire de façon égoïste et hautaine. Que dire c'est à moi, ou dire c'est moi ou rien. Il y a trop d'avantages en le faisant, c'est-à-dire assister la famille élargie, mais ne vous endettez pas pour le faire, pour être bien vu par la famille. Il y a Dr Gypsy à Gavoedo qui nous a envoyé un très bon message. Il dit ceci: 1. La solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Je voudrais souligner obligation réciproque et rappeler que la solidarité doit être encouragée sous toutes ses formes. Quant à l'assistance financière, elle ne peut pas être une obligation au même titre que la solidarité. On ne donne que ce que l'on possède. Il est cependant pas possible de se soustraire à la solidarité familiale, surtout financièrement. Tu viens de quelque part et ton épouse aussi. Nos parents géniteurs ou adoptifs doivent être privilégiés. Tout est dans la mesure. Et le risque de gagner une nouvelle femme, quand on parle de choses-là, des risques, il dit le risque de gagner une nouvelle femme dans la belle famille. C'est le risque lorsque vous êtes trop généreux vis-à-vis de la belle famille, on peut vous donner encore une autre seconde femme. Et puis, pour les avantages à étirer, il dit les bénédictions de la vie. Il y a d'autres messages très rapidement. Freshlin Agbemadon qui dit c'est une responsabilité d'aider la famille
En le faisant, ça vous honore. Si vous avez l'habitude de donner, vous ne manquerez jamais. Voilà. On ne va pas rechercher l'honneur au détriment de sa santé mentale, au détriment de son bien-être, n'est-ce pas, madame? Et c'est avec vous, en même temps, on est en train de faire le dernier tour de table. Tout à fait. Merci bien. C'est vrai qu'il faut rechercher son équilibre. Hein. On dit souvent qu'il faut secourir sans succomber. Mais je voudrais juste dire, en finissant, qu'il y a quand même des responsabilités sacrées. Il y a des choses que nous avons l'obligation de faire, que ce soit dans la famille immédiate ou dans la famille élargie. Il y a des responsabilités sacrées qui font forcément rejaillir sur nous des formes de bénédiction, des formes de prospérité, que ce soit d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, psychologique, émotionnel et autres. Le fait de donner, le don de soi est quelque chose d'important. Le fait de donner, c'est important. Et ça rééquilibre un peu ce qu'on est soi-même, mais en le faisant en toute intelligence. Merci beaucoup. Madame Ali Bonon, on va faire le même exercice avec vous, Monsieur Jonas. En même temps, c'est votre mot de la fin. D'accord. Mon mot de fin, je l'avais déjà dit au départ, je crois, que nous sommes nés avec 2 mains, pas pour tout bouffer tout seul, sinon nous servir d'une et de laver l'autre, vice-versa. C'est ça. Et j'en reviens à dire que la dame, elle avait dit quelque chose tout à l'heure, avant-hier, là, que l'argent qui ne se multiplie pas finit. En quelque sorte, quand tu es là, tu donnes. Un jour, tu peux te retrouver. L'argent va tarir. Tu peux finir par être un cas social, même toi. Ouais. Et je pense que nous devons en tenir compte. Et pour l'aspect famille et proche, élargi et amis, moi, je suis quelqu'un qui a compris la chose d'une autre manière. Je suis capable, je le dis, et ceux qui me connaissent le savent, je suis capable d'écouter mon frère biologique dans une situation, ne pas l'accompagner, mais accompagner quelqu'un que je n'ai jamais connu de ma vie, vu l'importance de sa situation. J'ai appris à faire les choses comme ça, et non dire la famille, parce que parfois, tu as un frère qui est juste un ami, mais un frère né dans une autre famille. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Comme on est dans tête, c'est ma famille proche, et je dois. Je pense que le retour n'est pas souvent, on dit. Absolument. Mais les gens qui sont plus proches sont les plus ingrats parfois, excusez-moi, mais on ne sait pas. Quoi. Vous avez tout dit. Chacun essaie quand même de lire entre vos propos, n'est-ce pas, entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire les là. Conseils à tirer. Oui, les gens vont essayer de tirer de la substance là-dedans. Absolument. Je crois que nous sommes à la fin de ce plateau qui a été bien riche. On va faire la chute avec vous. Je tiens à dire merci. Merci à nos invités. Je rappelle Madame Segbede Ali Bonon. Oui. Elle est docteur psychologue clinicienne en service au CNHU. Merci d'être passé. Et merci également à Kwame Messan Jonas. Il est artiste, musicien et il vit en Espagne. Merci également d'être passé dans cette émission. Nous allons marquer une pause, mais une pause pour suivre les us et coutumes que nous avons concoctés pour vous aujourd'hui. C'est une louange qui caractérise un clan, une collectivité, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont unies par le sang, qui sont unis par le territoire, qui sont unis par les coutumes et les us, pas forcément par le territoire. Peut-être qu'au départ, ces personnes-là sont issues d'une même origine. Ils ont un ancêtre commun, ils ont une origine commune, mais par la suite, peut-être, ils ont occupé des espaces différents. Dans le panégyrique clanique, il y a un faisceau d'informations. Une fonction esthétique. Parce que quand vous entendez
proclamer ou déclamer un panégyrique clanique, la façon dont cette louange-là est proclamée, est chantée ou dit, vous avez l'impression d'être dans un sanctuaire, d'être, je ne sais pas, hein, dans un couvent. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau à entendre que vous ne pouvez pas vous en passer. Deuxième élément, ça a un aspect didactique. L'aspect didactique dans la mesure où la fonction didactique des panégyriques claniques est liée au fait donc, que à travers les panégyriques claniques, on éduque, on informe, on transmet un certain nombre d'informations capitales aux enfants, en tout cas de génération en génération. Les panégyriques claniques ont également une fonction d'apaisement. Lorsque votre enfant pleure et que vous lui dites quelques vers de ce panégyrique-là, vous constatez que l'enfant se calme. Le bébé, il reprend conscience et il se tait, il veut écouter. Parce qu'on lui rappelle les grands gestes, je dis bien les grands gestes au féminin. On lui rappelle les hauts faits, les faits dignes, les faits épiques, n'est-ce pas, de son clan, de sa lignée, de son groupe, de son appartenance. On lui rappelle des choses qui révèlent son identité véritable, son essence. Et quand l'enfant entend ça, c'est pas l'enfant lui-même en tant que... On va me dire, mais ce minuscule-là, quelle capacité a-t-il pour entendre, pour comprendre? Non, c'est même son âme qui reçoit ça. Il arrive parfois que des dames ou des hommes en conflit, en train de se chamailler, disent « Nyesou Pakpa Likonu ». Quand vous entendez ça, sans savoir l'origine de l'autre, et lui, il a entendu ça, il dit « Mais c'est quoi cette affaire-là? Comment il peut dire que je suis tant? Mais je suis la même chose. Je suis la même chose. » Tout de suite, quand vous entendez ça, ça devient difficile de continuer la guerre. On ne peut plus continuer le conflit. Le conflit est tout de suite résolu de lui-même. Ces panégyriques sont clamés, sont proclamés ou sont dits dans des langues données. Mais si les personnes que caractérisent ces panégyriques claniques-là ne parlent plus les langues de leur communauté, ne parlent plus les langues de leur milieu, ne parlent plus les langues de leur père, de leur mère, c'est-à-dire leur langue maternelle, les langues de leur milieu, il va de soi et logiquement que les panégyriques claniques vont subir aussi le même sort, c'est-à-dire être repoussés ou être annulés de leur pratique langagère. Voilà, assez intéressant. Nous suivions Dr Charles Liguin qui nous parlait de l'importance des panégyriques claniques et nous avons pu noter que les panégyriques claniques jouent un rôle d'apaisement sur la personne à qui on les déclame. Et il fait souligner qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent plus à acclamer leur panégyrique clanique. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'origine, ils n'arrivent plus à parler leur langue maternelle. C'est quand même un peu grave, n'est-ce pas? Un bon résumé de cet élément, us et coutume. Merci à toute l'équipe de réalisation. Us et coutume et prénom africains, nous sommes dans le même marigot et parlant de prénoms africains, ils sont distingués, enfin il y a des nuances, quelle que soit l'ère culturelle, ces prénoms sont classés selon certains critères. On fait le prénom africain. Oui. Donc, on parlait de cette classification de nos prénoms, nos prénoms, nos surnoms africains. Et comme je le disais, c'est en fonction de certains critères, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et nous sommes avec Pascal Sinamberogui. J'aime bien prononcer ce nom, Sinamberogui. Sinamberogui. Oui. Ça veut dire déjà quoi, Sinamberogui? J'appartiens au clan des Béro. Okay. Donc, Sinamberogui, donc
Mon grand-père, mon aïeux a été un chef traditionnel, donc c'est le nom qu'il a porté. On reviendra sur ce nom, un de ces 4. C'est une question colle. Un jour, je vous demanderai ce que ça veut dire Agbataou. Donc commencez à faire vos recherches. Il n'y a pas de souci. Alors, Pascal Sinamberogui, vous voulez nous parler aujourd'hui de quel prénom? Je vais vous parler d'un prénom féminin de la caste des Wasangari, la caste princière de Wasangari. Oui, les Wasangari, et qui ont le pouvoir politique. Le prénom, c'est Ganigi, c'est un prénom féminin, Ganigi. C'est un prénom de princesse. Oui, c'est un prénom de princesse. Ganigi. Oui, Ganigi. Ganigi. Oui, avant d'y arriver, je voudrais rappeler que la société bâtonnaise est constituée de 2 castes, on l'avait dit, donc la caste des routuriers et la caste des princes Wasangari. Et Ganigi appartient à quelle caste de Wasangari, des princes de la noblesse, de la caste qui a le pouvoir politique dans le milieu bâtonneau. Ah, d'accord. Donc, quand l'enfant est né, si c'est une fille, une princesse, avant le baptême princier, parce qu'il y a un baptême princier, voilà. Il faut faire un baptême princier avant de porter un nom de princesse ou un nom de prince. Mais avant ce baptême, si c'est la première fille qui vient, elle porte d'abord le nom de Nyon Dabou. Nyon Dabou. Oui. Elle porte ce nom jusqu'à son baptême princier. Et le baptême princier est fait lors de la ganie. Après la ganie du roi, vous savez, la sœur, la cousine du roi qui est la grande royale, qui elle aussi, elle organise sa ganie. C'est lors de l'organisation de cette ganie de la cousine du roi qui est détentrice, c'est elle qui tient les rasoirs sacrés, et c'est ces rasoirs sacrés qui servent à faire le baptême princier. Voilà. Elle s'appelle Nyokogi. Nyokogi. Oui, Nyokogi, c'est elle qui garde les rasoirs sacrés. Donc, lors de l'organisation de sa ganie, les princes et les princesses lui sont présentés. Et c'est au cours de cette ganie-là qu'on organise leur baptême princier. Lorsque vous parlez d'organisation de ganie, la ganie, ce n'est pas une seule fois, ça s'organise en une année? Oui, c'est une seule fois. Le roi organise sa ganie et 3 jours après, la cousine, la sœur du roi organise aussi sa ganie. Donc c'est dans la même période? C'est dans la même période. Et la ganie de la Nyokogi est exclusivement organisée pour faire le baptême des princes et des princesses. D'accord. Voilà. Donc en dehors du festival culturel que nous voyons, il y a d'autres choses qui se passent? Bien sûr, il y a d'autres choses comme le baptême princier. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on attend 1 an avant de faire baptiser. Voilà, avant de faire baptiser les princes et les princesses. Ah d'accord. De leur faire porter le nom de prince, de princesse. Et c'est au cours de ce baptême-là qu'on donne le nom. Les prénoms sont attribués selon le sexe. On reviendra selon la dynastie également. On reviendra sur cet aspect de la chose qui est quand même intéressant. Ça dit dans les us et coutumes. Dans us et coutumes. Vous me voyez déjà vous allez mieux vous constituer une ressource importante pour nous. Mais revenons à notre prénom, notre Ganigi. Et qu'est-ce qui caractérise cette princesse Ganigi? Ce qui caractérise cette princesse, avant de donner ce nom, d'abord, on regarde le teint de la... dis donc. Oui, la Ganigi doit être de teint clair. La Ganigi? Oui. La Ganigi doit être de teint clair. Teint clair, ça c'est... C'est le premier critère. C'est capital. On regarde le teint doit être clair. Et en plus, elle doit être très belle et ravissante. Ça veut dire que si entre-temps... Les Ganigi sont des princesses qui sont très belles, qui sont très claires, et qui sont effilées et lancées. C'est carrément une miss. C'est une miss de la royauté. Oui, c'est une miss, quelqu'un de grande taille. Très intelligente et très belle. Vous allez faire un tour, voir un peu comment ça se passe. J'ai bien envie. Vous allez faire un tournage, un documentaire là-dessus. Juste pas pour faire la ganie,
que des collègues ont déjà traité sous différents angles, mais voir ce baptême des princesses et des princes, comment ça s'organise, parce que c'est la Nyonkogi qui détient le calendrier de tout ça. Bien sûr. On va en faire un travail. Sacré, voilà. Rasoir sacré. Oui. Pour faire le baptême, il y a celui à qui on remet les rasoirs sacrés pour faire le rasage. On l'appelle le wasankwe. Ok, le wasankwe. Qui est aux côtés de la Nyonkogi et que la princesse ou bien le prince rampe et va en direction de la Nyonkogi. D'accord. Et déjà, les parents sont là. On s'est déjà renseigné sur la dynastie. Monsieur Pascal Sinaberogui, il ne faudrait pas qu'on fasse une sortie de route. Moi, j'aime bien ces caractéristiques de notre Nyonkogi. C'est une miss, elle est belle, elle est élégante. Elle est notre Ganigi, elle est de teint clair, elle est effilée. Oui. Vous voyez un peu. Bon, si vous étiez de cette communauté, seulement que vous n'avez pas la taille des guêpes. Je n'ai pas la taille de Ganigi. Alors, elle est attribuée à qui quand Ganigi doit aller au mariage? Est-ce que c'est à un prince, elle se marie plus tard pour la suite de sa vie? L'amour n'a pas de frontières, elle peut se marier avec n'importe qui. Oui, n'importe qui, mais pas un étranger, c'est-à-dire d'une autre ethnie. Donc quelqu'un comme Rock, par exemple, ne peut pas prétendre à la main aller demander la main de Ganigi. Non, si vous n'êtes pas Batonou, Rodiré ou bien Batonou, prince. Vous avez échoué. Vous avez échoué parce que le Batonou tient à la pureté. Est-ce que émotionnellement, rapidement, Monsieur Pascal Sinaberogui, excusez-moi. Là, on a tracé le physique de Ganigi. Je voudrais qu'on vienne un peu rapidement, en quelques 30 secondes rigoureusement. Mentalement, comment est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est quelqu'un qui a de poigne? Comment est-ce qu'elle est? Bien sûr, vous savez, de nature, les princes et les princesses sont des gens de poigne. Ils aiment avoir l'autorité partout. Ils passent, donc c'est une dame qui a de l'autorité du poigne. D'accord. Vous avez échoué pour Ganigi. Je suis désolée. J'ai échoué. Bon, d'accord. Vous avez un conseil aussi ici qui s'appelle Ganigi. Ici à l'OATB? Oui, ici à l'OATB. On lui fait un coucou. Oui. Qui est à Radio Bénin à la FIA. D'accord. Ganigi, oui. Ok. Donc, nous avons une prince. Oui. Nous avons aussi des princes d'Abomey. Oui, je suis. Des princesses de Batonou, de Miki. Oui, nous avons aussi des princes d'Abomey. Monsieur Pascal Sinaberogui, merci beaucoup. On vous retrouve demain pour clôturer la semaine. Seulement que nous sommes ouverts. Donc vous acceptez d'autres ethnies. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a des princes d'Abomey qui ont pour épouse des princes Aniki, des princesses Aniki, etc. C'est ça. Oui, bien sûr. Rokakwayinu, c'est comme vous le dites si bien sur vos plateaux. Merci beaucoup. On vous aura compris. D'accord. Alors, on vous aura effectivement compris. Nous allons à présent passer à la capture. Voilà. La capture, oui. Alors, ensemble, nous allons rapidement voir l'image que les chefs d'édition du jour nous ont choisi. Il s'agit de Marcel Betoro et de Victoire Rougan. Oui, mais c'est formidable ça. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un lavabo. C'est un lavabo qui a été transformé en canapé. Lavabo en canapé? Oui. N'est-ce pas? Lavabo? Oui. Qu'on a découpé la partie et puis on l'a transformé en canapé. Vous pouvez vous asseoir. C'est une belle idée de création. Oui. Une idée très ingénieuse. Oui. On a même vu d'autres images. Vous savez, récemment, on a vu une dame qui a transformé des pneus usagés en meubles. On l'a déjà passé ici, je crois. Oui, on l'a passé. Et tout récemment, j'ai vu... Ah oui, c'est ça encore, cette image-là. Des tonneaux là, ce sont des tonneaux. Waouh, c'est joli. Ils sont peints en différentes couleurs. Nous avons du jaune, ici c'est du rouge. Et ils ont fait du... Ça, c'est pas du gaz là, une bouteille? Non, c'est le guéridon.
C'est le guéridon, ça, ce que je vois là? Bien sûr, au milieu là, non? Donc, nous avons un salon, en fait. Bien sûr. Ça dit des divans, Ouais. un guéridon, et ça vous fait un beau salon. C'est vraiment un salon artistique. artistique. Oui, c'est très beau. Ça donne, ça permet de voir combien on peut s'inspirer des choses qu'on pense vraiment destinées à la poubelle, comment on peut les recycler pour leur donner une seconde vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Voilà. Pascal Sinabero qui... Oui, c'est un travail artistique formidable. Franchement. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art, oui. Est-ce que vous accepterez, sortir de l'argent de votre poche et acquérir ces biens? Bien sûr. Pourquoi pas? Dans votre salon directement. Pourquoi pas? Si ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Si j'ai de l'espace sur ma terrasse, bien sûr, eh bien, je l'achète. Et même dans ma chambre, je peux l'y mettre. Et quand vous allez me rendre visite, je vais vous dire, ben, écoutez, asseyez-vous là, madame. Le jardin. Oui, dans le jardin, ça va être très même beau. Ça va être très beau dans le jardin. Il faut encourager ces initiatives. Merci beaucoup, Pascal Sinaberogui, d'être resté avec nous. Nous disons félicitations et beaucoup de courage à ceux qui développent de ces idées pour donner une seconde vie à des objets qui sont destinés à la poubelle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes mardi, Karamat. Mardi, et généralement, vous réservez des astuces à nos téléspectateurs. Oui. Alors, c'est l'instant astuce. Oui, nous sommes... L'instant astuce, nous allons parler de l'astuce juste après ceci. Oui, voilà. Karamat, instant astuce, vous avez... J'étais pressée d'aller vite en besogne parce que, vous savez, quand on est femme, on est féminin, en plus de ce qu'il faut travailler dans la société, pouvoir se rendre disponible pour sa société et apporter de son gain au développement. Il y a qu'on pense aussi à notre physique, il faut qu'on soit présentable. Ah oui. Oui, pour soi-même en fait. Il faut qu'on soit bien dans sa peau parce que quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous rasez pratiquement les murs. Alors nous avons fait quelques petites recherches et nous avons fait une sélection parce que quand vous allez sur la toile, il y a tellement d'informations que vous avez, enfin, vous perdez un peu, mais nous, on a réussi à vous faire quelques petites sélections sur comment entretenir ou raffermir la poitrine. Dis donc, comment raffermir sa poitrine? Et là, c'est pour les femmes, Oui, spécialement pour les femmes. Les hommes n'ont pas de poitrine, à ce que je sache. Je ne sais pas si entre-temps, les choses ont évolué parce que la médecine aujourd'hui, elle évolue tellement. Quoi? Vous parlez de poitrine. Ce sont les hommes qui ont une poitrine. Non, nous avons de poitrine. Je comprends. C'est pour faire un peu élégant. Pour faire élégant. Autrement dit, pour dire comment raffermir les seins. Voilà. Donc, il faut dire que tu voulais sortir. Alors, on va y aller très rapidement. Nous avons de petits éléments tout naturels qui vont vous aider, chère dame, à avoir une poitrine comme vous en rêviez. Alors, une chose, ce sont des astuces qui ne coupent pas vraiment trop les rues. Vous avez l'aloès, vous avez le sport, là je cite rapidement pêle-mêle. Vous avez le beurre de karité qui peut aussi vous aider. Et vous savez quoi? Il y a votre douche, la première douche que vous portez sur vous, la journée peut vous aider aussi. Ah bon? La première douche? La douche froide? La douche froide ou les glaçons, tout simplement. Vous vous mettez sous votre colonne de douche, si vous n'en avez pas, vous avez des glaçons et puis vous les portez vers vos seins et vous essayez de procéder à un massage. Donc, oui, ça rafraîchit la poitrine, ça vous adoucit vous-même. Et puis, voilà pour la santé de votre poitrine. Je parie qu'il y a certaines femmes qui vont l'essayer tout de suite, surtout que nous sommes le matin avant de se lancer dans leurs activités. Il faut le faire, il faut le
faire? Alors, on va commencer très rapidement par l'aloès vera, qui est une plante que nous connaissons beaucoup, que nous avons ici au Bénin. Qu'est-ce qu'il faut faire, chère dame, avec notre aloès vera? Il faut juste recueillir le gel de notre aloès vera et le porter vers nos seins. Nous allons procéder tout doucement au massage, n'est-ce pas? Un massage de mouvement circulaire, c'est-à-dire c'est vous qui décidez, oui, vous décidez de faire ci ou de faire le sens inverse et vous allez garder le même mouvement pendant 10 minutes. Ne soyez pas lassés. Avancez comme cela et répétez le mouvement presque tous les jours. Ça ne vous dure que 10 minutes par jour et ensuite vous rincez plus tard. Tout simplement. Comme ça tonifie, ça raffermit. Ça tonifie, ça raffermit. Wow. Et j'ai parlé tout à l'heure de sport aussi. Si vous n'êtes pas accro de sport, rapidement, il faut vous mettre à l'exercice. Voilà, à l'exercice. Il faut vous allonger sur le dos, bras tendus à la verticale avec des haltères en main. Voilà, vous pouvez... On a vu tout à l'heure, Armel nous a montré ça. Voilà, une femme qui avait des haltères en main. Vous pouvez rester debout et y aller, ce mouvement. Comme ça. Oui. Vous le faites souvent? J'ai été sportive. Ah oui? Donc, volleyeuse. Ah oui, volleyeuse. D'accord. Exactement. Donc, vous gardez votre position, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, à la verticale avec des haltères en main. Gardez les jambes fléchies, pieds au sol. Réalisez un écart latéral des bras par une descente contrôlée. 4 séries de 20 répétitions. 4 séries de 20 répétitions pour le sport. Et vous verrez la suite vous-même. Alors, nous avons cité également le beurre de karité que nous avons ici. Beaucoup, ça ne coûte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tous les soirs, avant de se coucher, après votre bain, après la cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Vous frottez votre beurre de karité dans vos mains et puis vous massez. De l'extérieur vers l'intérieur, tout en soulevant. De l'extérieur vers l'intérieur, tout en soulevant, avec du beurre de karité. Il y en a qui y vont avec l'huile d'olive, qui est aussi une huile qui a de grandes vertus. Bien sûr, voilà. Mais le beurre de karité coûte moins cher que l'huile d'olive. Beaucoup moins cher. Celles qui n'ont pas les moyens, eh bien, elles peuvent s'acheter du beurre de karité. Avec 50 francs, non, avec 100 francs. 50 francs, c'est pas encourageant. Avec 100 francs tout au moins, ça peut aller. Mais les hommes peuvent aussi aider les femmes à faire ce massage, non? Bon, si c'est, je ne sais pas si c'est votre épouse, vous pouvez y aller. Hein? C'est votre épouse, donc ça c'est votre secret entre vous. Donc gérez cela entre vous. Et le dernier élément, c'est comme je l'ai dit, c'est les glaçons, votre douche froide au sein de façon quotidienne. Voilà. Ah oui, au nom des femmes qui nous ont suivis ce matin, je vous dis merci. Non, merci surtout à la conférence, parce que c'est la conférence ensemble qui a choisi ce sujet. À la tête, Agnat Bello, Heureuse Dalandé, qui ont défendu le sujet avec les autres collègues également. Et ça a été validé par le supérieur hiérarchique. Donc, et au nom des hommes, on travaille pour les autres. Au nom des hommes, je vous dis aussi merci. Parce que les hommes aiment bien voir les poitrines, comme vous le dites, les poitrines de leurs conjointes bien raffermies. Et je répète, nous on fait ça, les femmes le font. Pas pour vous, les hommes, mais c'est pour que nous, femmes, que nous soyons à l'aise dans nos tenues. Parce qu'il y a certaines tenues, quand vous les portez, ça ne vous met pas à l'aise d'avoir des soutiens-gorge. Il faut y aller si naturellement. Ah bon? Oui. Donc, c'est d'abord pour les femmes. Mais n'oubliez pas que lorsque la poitrine est bien raffermie, eh bien, ça fait plaisir à l'homme. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous le faites également pour les hommes. Rock, circuler. Je m'en vais, je suis partie déjà. Eh bien, nous tendons déjà vers la fin de cette minute, de cette émission. Il ne nous reste plus que 3 petites minutes. Nous allons écouter le clip qui nous accompagne depuis ce matin. C'est Simain. Avec Almok. On écoute encore une fois Armel Beyhan qui va nous permettre donc de savourer ce son. Et c'est avec justement ce duo que nous allons prendre congé de vous dans l'espoir que vous serez encore nombreux au rendez-vous de demain mercredi à 6h30 Rock. Oui, on sera là. Nous dansons déjà. Allez, bonne journée à toutes et à tous et puis à demain. On n'a pas de souci, on veut danser.
que